l'autre sommet, qui est en fait le sommet pour lequel les chefs d'État et de gouvernement sont à Bruxelles, c'est le sommet sur l'Ukraine, l'aide à l'Ukraine. Regardez Emmanuel Macron, il est arrivé aux environs de 9h15. Et petit changement de programme d'ailleurs, au lieu de s'entretenir avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, sur l'agriculture, il est en ce moment en train de discuter avec ses homologues italiens, avec Giorgia Meloni, avec M. Scholz, que vous voyez à l'image, le chancelier allemand, et qui d'ailleurs s'exprime là en direct ou pas, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Donc c'était de l'image de ce matin. Donc avec lui, avec également Charles Michel et Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Bonjour Pierre Aski, merci d'être avec nous. Éditorialiste international à France Inter et l'Obs. Ça pourrait être un sommet Orban. Il a été convoqué à cause d'Orban. Oui, tout à fait. Il n'avait pas réussi à se mettre d'accord en décembre sur la question du financement, 50 milliards d'euros sur 4 ans pour l'Ukraine. Et donc on s'était donné quelques semaines pour essayer de trouver un accord. Et on arrive ce matin sans accord, et donc on est dans les négociations, le marchandage de dernière minute. Mais c'est un grand classique avec Orban, c'est un grand classique européen, soyons clairs, et c'est un grand classique avec Orban qui est le trouble fait. Avant, c'était Margaret Thatcher. Dans les années 80, c'était elle, à chaque fois qui arrivait, vous vous souvenez de cette phrase célèbre « I want my money back ». C'était sur l'agriculture d'ailleurs, c'était sur les financements, etc. Et elle prenait tous ses partenaires, alors ils étaient moins nombreux, en otage toute la nuit, et ça durait des heures, des jours, jusqu'à un accord. Aujourd'hui, c'est Orban qui fait exactement la même chose. Il met son veto, ou en tout cas, il ne donne pas sa signature sur les accords qui ont besoin de l'unanimité, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et puis, c'est du donnant-donnant, parce que Orban a beaucoup de choses aussi à se reprocher, parce qu'il y a une partie de l'argent que lui doit l'Europe dans le plan de relance post-Covid, ce qui a été gelé en raison des violations du droit par le gouvernement hongrois sur la justice et sur les médias. Et donc, voilà, tout ça, c'est un immense marchandage, comme on sait les faire au sein des 27. Mais vous décrivez ça comme un psychodrame qui trouvera à un moment son dénouement. Didier François, vous êtes reporter de guerre, connaisseur des terrains de conflit. C'est une forme de conflit qui se situe à un niveau, disons, plus feutré. Mais quand même, ils vont trouver un accord. Ils trouveront un accord. Il y a un jeu de rôle où il y a vraiment un bras de fer et ça risque de capoter quand même. Alors, le risque que ça capote est assez faible pour deux raisons. La première raison, ce que vient d'expliquer Pierre, fort justement, Orban a des demandes, et ces demandes, il les a, c'est qu'il veut les obtenir. Or, la limite de l'exercice du chantage, c'est que les autres vous contournent. Or, c'est ça la réunion de ce matin. Pendant des semaines et des mois, la politique a été la politique des yeux doux. Et le président Macron a à plusieurs reprises servi d'intermédiaire, Scholz aussi. Bon. Et il y a un moment où on lui a dit, bon, écoute, mon cher Victor, si tu ne signes pas, on va faire sans toi. C'est-à-dire qu'on va faire une coopération renforcée, on va trouver un autre chemin pour amener les 50 milliards dont l'Ukraine a besoin. Mais le problème, c'est que si on fait sans toi, ça sera aussi sans que tu touches les 20 milliards que toi tu veux. Donc il y a un moment où ils trouveront le point d'équilibre. Malheureusement, derrière, ça met de la tension sur les Ukrainiens qui, eux, ont quand même une ligne de front à tenir, voient déjà qu'ils ont le même type de problème dans la démocratie américaine où il y a ce bras de fer énorme. Il y a quand même un accord qui a été trouvé entre la Maison-Blanche et l'opposition républicaine au Congrès, et qui est torpillée aujourd'hui, les 61 milliards, qui est torpillé par Joe Biden, de Donald Trump, qui ne veut absolument pas d'accord. Et il y a ça, donc évidemment, ça met beaucoup de tension sur les Ukrainiens. Mais évidemment qu'à la sortie, l'argent sera trouvé. L'argent sera trouvé, mais il faudrait que ce soit quand même assez rapide, parce que l'enjeu, c'est de sauver l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, on le sait, est dans une situation très difficile, Margot Haddad. Et on a appris hier, par la voix de Josep Borrell, le ministre des Affaires étrangères européen, que déjà, il y a beaucoup de retard dans les livraisons d'obus promises par l'Union européenne. Il a donné des chiffres. On va regarder et on va surtout l'écouter, dire à quel point ils sont en retard dans ces livraisons. Nous avons déjà livré 330 000 munitions, soit un tiers de l'objectif.
Principalement à partir de nos stocks, des stocks existants. D'ici mars, je m'attends à ce que ce chiffre soit augmenté de 200 000 unités supplémentaires. Il atteindra donc 530 000. C'est un peu plus de 52% de l'objectif final. Les chiffres ne mentent pas. Il manque un demi-million d'obus qui avait été promis. Margot, c'est considérable. Problème de production, évidemment. Et ce que souligne aussi Thierry Breton ce matin dans Libération, les pays livrent à des pays tiers autres que l'Ukraine qui en a désespérément besoin. C'est aussi un souci, ça. Ça fait partie de leur contrat déjà qui était installé en amont. Et aussi, il faut savoir que quand Thierry Breton a fait son petit tour d'Europe pour savoir exactement quelles étaient les usines qui pouvaient produire ces obus, il en a identifié 15 en tout en Europe. Et sur ces 15, il y avait également la Slovaquie. La Slovaquie qui est désormais aux mains de Robert Fico, qui est un opposant à l'Ukraine, qui est totalement pro-russe et qui a eu vraiment des propos ambigus concernant sa position sur l'Ukraine et sur la continuité de l'aide à l'Ukraine. Ce que proposent aujourd'hui à Bruxelles les pays européens, c'est quelque chose qui peut s'inscrire sur la continuité, donc sur la longueur. Là, il y a un fonds d'urgence qui peut être utilisé. C'est un fonds de 20 milliards qui a été mis en place pour justement contourner ce veto de Viktor Orban et qui pourrait potentiellement aider immédiatement, ils le disent avant mars, justement l'Ukraine pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins dans l'urgence. Mais pour l'instant, la production d'obus, elle n'est pas au niveau, même si en France particulièrement, Monsieur Lecornu a dit qu'on avait augmenté de 1000 obus par mois la cadence française, mais il y a eu un rapport sénatorial il y a à peine quelques semaines disant que pour l'instant, la cadence n'était pas assez forte justement pour tenir et aider l'Ukraine sur la longueur, surtout que la Russie arrive à produire beaucoup plus vite et on s'en est rendu compte ces dernières semaines. Mais alors, aidez-nous à comprendre, Didier François. Je lis donc les propos, l'interview de Jean Quatremer dans Libération de Thierry Breton, le commissaire européen, qui, vous allez lire un extrait, lui, je ne sais pas, il dit qu'il n'y a aucun problème. Que le million d'obus, est-ce qu'on peut voir l'extrait de Thierry Breton ? Il dit que la promesse industrielle de produire 1 million de munitions sera tenue, mais il semble dire que ce sera tenu au terme promis aussi. C'est-à-dire au printemps. Alors, qui dit vrai ? C'est l'objectif, parce qu'en fait, encore une fois, d'abord Thierry Breton connaît certainement mieux que moi les capacités de production européennes et les fameux 15 chaînes de production. Mais enfin, on a quand même un vrai problème, c'est que la montée en puissance, c'est compliqué. Parce qu'on est en train de le faire. Les Allemands le font, nous aussi. On a triplé nos capacités de fabrication d'obus. Donc le problème, c'est que deux choses. Les obus sont pas seulement donnés à l'Ukraine, effectivement, mais parce que nous-mêmes, on doit remonter nos stocks qui sont complètement vides, qu'on est effectivement engagé sur un certain nombre de ventes d'obus avec d'autres pays, il faut aussi les donner. Enfin, le monde ne s'arrête pas de tourner. Donc, et dans l'interview je viens de revérifier, de M. Breton, en fait, l'objectif de 2 millions d'obus produits en Europe, qui permettra effectivement à ce moment-là de manière régulière d'envoyer 1 million, c'est 2025. C'est bien ce qu'on a dit. Ça, c'est l'échéance de 2 millions. Mais sauf que c'est ce qu'il faut pour pouvoir... comme tout ne va pas à l'Ukraine, pour qu'on soit capable de monter en puissance, de faire des nouvelles chaînes. Et quand on discute, moi, discuter avec Nexter et tous les industriels, eux, ils ont besoin quand même d'avoir des visibilités. Alors, ils les ont sur une dizaine d'années pour amortir les chaînes qui vont être construites. Le problème qu'ils ont... Et aujourd'hui, les industriels sont plutôt assez allants. Ils ont deux problèmes. Il y a 2 points de blocage. Un, les prêts des banques. Et deuxièmement, la production de poudre. Parce que c'est pas le tout de vouloir faire des obus, mais il faut mettre de la poudre dedans. Tout le monde fait des obus en ce moment. On a un problème de production de poudre. Donc vous voyez bien que c'est toute la chaîne qu'on doit remettre en place. Donc honnêtement, à 1 an près, on vise plutôt 2025 que le printemps là. On verra tout à l'heure avec vous, évidemment, Vera. Bonjour à vous d'ailleurs, Vera Grandseva, enseignante à Sciences Po, spécialiste de la Russie. Merci d'être avec nous. On verra que, évidemment, tout cela est surveillé de très près par Poutine. Bien sûr. Il a des intérêts directs dans les enjeux qui sont discutés en ce moment même à Bruxelles. Magali Barthez, vous êtes une des envoyées spéciales de LCI à Bruxelles. Emmanuel Macron et Viktor Orban se sont déjà vus hier dans le cadre d'un dîner informel. Vous avez des informations sur ce qu'ils se sont dit déjà ?
Alors ils se sont vus en effet 1 heure hier soir. Viktor Orban n'a pas vu d'autres dirigeants européens. C'est manifestement Emmanuel Macron qui essaye de jouer les médiateurs pour sonder aussi les intentions de Viktor Orban. Dans la foulée de cette rencontre, Viktor Orban a quand même diffusé un clip sur ses réseaux sociaux où on le voit aller à la rencontre des agriculteurs, vous savez, des tracteurs qui sont ici massés tout autour du quartier européen. Il y dénonçait le manque de démocratie européenne et ces bureaucrates, je cite ces mots, ces bureaucrates européens qui font du chantage à la Hongrie. C'est pour vous dire l'ambiance. Enfin, tout ça participe évidemment du grand théâtre qui précède toute négociation internationale, tout conseil européen. Ce qui est certain, c'est qu'ici à Bruxelles, on sent quand même une exaspération du côté justement des Européens de voir Viktor Orban en permanence faire monter les enchères. Il y en a certains qui veulent même passer outre le veto d'Orban et signer cette aide de 50 milliards pour l'Ukraine à 26. Tant pis, c'est pas du tout la position de la France. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron a vu Orban hier, qui veut absolument un accord à 27 pour envoyer un message d'unité à la Russie. Ce qu'on me disait, moi, dans les couloirs ici des instances européennes, c'est que de toute manière, ce qui intéresse Orban, ce sont ces 20 milliards d'euros qui sont toujours bloqués par la Commission européenne en raison des atteintes à l'état de droit en Hongrie. C'est donc ça le grand chantage, c'est essayer d'obtenir pour Viktor Orban certains de ces fonds. Voilà, il y a un optimisme qui est mesuré, je dirais. On ne sait pas très bien évidemment ce qui va se passer. Viktor Orban est adepte des coups de théâtre, mais il n'est pas improbable qu'on obtienne un accord sur ces 50 milliards.